Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart and watch it burn. Tear me apart and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Et c'est le retour du direct sur Inclusive Radio. Yes. Pour la deuxième heure, toujours avec Virginie. Eh bien, toujours fidèle au poste et toujours avec plaisir, Léa. Toujours Anne en post-prod. Laissez-moi tranquille. Elle travaille, elle. Et à présent, c'est l'heure de la deuxième heure avec Céline et Chélia. Comment allez-vous? Bonjour à tous. Super bien. Ça va super. Hein, Chélia? Très bien. Comment se déroule votre soirée? À merveille. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Vas-y, commence. Alors moi, je suis Céline, donc la maman d'une enfant qui fait sa transition. Voilà. Mais qui n'est pas là ce soir parce qu'elle travaille. Et... Donc moi, c'est Chélia et du coup, je suis une amie de la fille de Céline. Du coup, voilà comment on se connaît avec Céline et un peu ma deuxième fille, entre guillemets. Qui m'a beaucoup aidé pour ma transition également. Et je continue. C'est vrai. C'est pas fini. Elle fait sa maman. Hein. C'est ça. C'est pour ça. Alors Céline, ça me paraissait important de t'inviter dans l'émission car je pense que ton témoignage va aider et servir aussi beaucoup d'autres parents qui vivent la même situation qui vivent ou qui ont vécu ou qui peut-être vivent la même situation que toi. Avant de nous parler de la transition de ma ta fille, oui. Parle-nous un peu de toi. Oui. Alors moi, donc en fait, je suis une maman célibataire depuis toujours. Donc on va le dire vite fait. J'ai élevé ma fille toute seule pendant 21 ans parce que je suis partie à 3 mois de grossesse parce que cet homme était violent. Donc je n'ai jamais voulu refaire ma vie. J'ai eu des rencontres comme tout le monde, mais j'ai élevé ma fille toute seule, donc très fusionnelle. Enfin, à la base, c'était mon petit garçon au départ. Mais voilà, donc je l'ai toujours élevée toute seule. J'ai toujours beaucoup travaillé pour lui offrir tout ce que je pouvais. Et voilà, et je suis arrivée au moment où Alan, qui s'appelait Alan, et maintenant c'est Emma, a grandi. Et Emma a pris sa transition. Voilà. Et est-ce que toi, tu as reçu une éducation? Alors, pas du tout. J'ai été éduquée à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire on reste à la maison, la femme fait à manger. Il y avait vraiment... l'homosexualité, on n'en parlait pas. C'était hors de question, le sexe encore moins. Ça peut se comprendre entre parents et enfants. À l'époque, ça ne se faisait pas. Non, c'était vraiment à l'ancienne. On ne sortait pas. Il n'y avait pas les réseaux sociaux en plus, parce que je suis 74. Mais moi, au fond de moi, je savais que j'étais différente. J'avais une ouverture d'esprit qui était différente et je voulais découvrir le monde. Et j'ai toujours dit, en grandissant, quand je partirais, je ferais plein de trucs. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui t'a permis de vraiment t'ouvrir sur le monde? Je sais pas, la découverte du monde, parce qu'en fait, quand j'étais jeune, on était c'était très renfermé en fait. Donc moi, je voulais vivre et je savais que j'étais très féminine, enfin que j'avais en fait, ma mère était très féminine à la base, donc je voulais toujours faire comme elle. Sauf que ma mère ne s'occupait pas de moi, enfin elle m'aimait pas, enfin elle m'a jamais acceptée. Vraiment, il n'y avait pas d'affection dans cette famille. C'était vraiment la violence. Il n'y avait pas d'affection du tout. Donc j'avais besoin d'aller voir les gens pour découvrir un autre monde. Et comme j'étais très féminine, je voulais travailler pour m'acheter plein de fringues et aller en boîte de nuit. Et puis j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré le monde des lesbiennes, le monde des homosexuels. J'étais transformiste, je faisais une Mylène Farmer avec des amis, mais en tant que cliente. Donc voilà, donc je connaissais que ce milieu-là. Je ne connaissais pas le monde de la transition. Et quand ta fille a fait son coming out, comment as-tu réagi? Alors, la première fois, j'étais au travail, elle voulait faire la Gay Pride. Elle avait son meilleur ami avec elle, qui est homosexuel aussi d'ailleurs. Et elle me dit, voilà, j'aimerais bien me maquiller pour la Gay Pride.
Et je lui ai dit, ben écoute, pourtant moi je l'ai faite la Gay Pride, hein. Je me suis beaucoup amusée et je suis une femme, je sortais des fois toute seule, c'était inconscient. Mais moi j'avais peur en fait qu'elle se maquille, peur qu'on lui fasse du mal. Donc déjà, le côté très protectrice de la mère. Et elle me dit, je suis une fille. Je suis, non mon bébé, t'es pas une fille, tu es très androgyne, tu es homosexuelle, mais tu n'es pas une fille. Dans ma tête, je ne comprenais pas en fait encore. En tant que parent, je ne comprenais pas. Voilà. Est-ce que c'est dû à une forme qu'on n'en parlait pas beaucoup à ce moment-là ou je pense que malgré mon ouverture d'esprit, j'étais restée un petit peu en arrière. J'avais encore ce côté l'homme, la femme, point barre. Voilà. La pure binarité. Voilà. Tant que vous êtes seul, ça va. Mais quand vous avez des enfants, c'est différent. On ne voit pas les choses de la même manière. Voilà. Mais dans les boîtes dont tu as parlé, que tu fréquentais, tu n'avais jamais rencontré de personnes trans ? Non. Par contre, moi, je suis sortie 8 ans avec une femme. C'est ça que je ne comprends pas chez moi et je m'en suis voulu. On en viendra après par rapport... C'est pas du tout pareil. Non, mais je veux dire, j'ai connu en fait... Exactement, ouais. C'est pas du tout pareil, je suis totalement d'accord. Mais non, effectivement, je ne connaissais pas ce milieu-là. Le mot transition, c'était totalement inconnu pour moi en fait. Okay. Voilà. Et toi, Chélia, comment tu as rencontré comment tu as connu sa fille Alors, pour ma part, pour être entièrement honnête avec vous, c'était parce que j'avais flashé sur elle. En fait, elle est serveuse dans un de mes bars préférés, en fait. Et j'y allais tout le temps avec... j'avais un trio d'amis, donc avec mon meilleur ami et une ancienne amie à moi. En fait, nous trois, on avait flashé sur elle. Alors, il faut savoir, à ce moment-là, elle n'avait pas encore fait son coming out. Donc, en fait, on pensait que c'était, entre guillemets, un garçon. Bien sûr, ce n'était pas le cas. Elle était déjà très féminine, très classe. Et je pense que c'est ce côté, justement, féminin qui nous plaisait à la base. Et en fait, moi, j'avais déjà commencé ma transition depuis quand même quelques temps. Et en fait, c'est elle-même qui m'en a parlé sur les réseaux ou autres, parce qu'on, du coup, à force d'aller la voir dans ce bar, on a fini par devenir amis, échanger nos réseaux. Et après, on a rapidement parlé transition, et c'est là où on est devenus copines. Tout simplement. Belle histoire. Belle histoire. Et du coup, maintenant, on peut dire que vous êtes comme des sœurs. Alors, c'est quand même un assez gros mot, je dirais, pour la simple et bonne raison que... Ou meilleures amies. Alors, non plus, parce qu'il faut savoir, Emma, elle est très, très, très réservée, très timide. C'est-à-dire que je sais que si j'ai besoin de son aide, je n'ai pas hésité, je peux le faire. Pareil pour elle, si elle a besoin de mon aide, je n'hésiterai pas une seule seconde. En revanche, c'est vrai qu'on ne se voit pas régulièrement hors de son travail. Le peu de fois où on se voit, c'est vrai qu'on passe des super bons moments. Franchement, on s'entend super bien. Et franchement, je sais que je peux réellement compter sur elle. Et j'adore sa présence. Et j'espère qu'elle aime bien la mienne, du moins. Mais c'est vrai que, certes, c'est quand même un assez grand mot. Mais c'est vrai que pour moi, je la considère comme une amie. Voilà. Une vraie amie. Best friend. Non, c'est juste qu'elle est très... elle parle pas beaucoup, en fait. Elle t'apprécie, mais elle est très directe et... elle parle pas beaucoup, en fait. Voilà. D'accord. Okay. Assez sobre. Et Céline, comment, du coup, suite à son coming out, comment as-tu vécu cette annonce sur les semaines qui ont suivi son coming out ? Ah bah, je vais vous le dire, c'est clair. Donc en fait, la première fois, c'était pour la Gay Pride, donc elle y est allée avec son amie, non, mais elle ne s'est pas maquillée. Et la deuxième fois, c'était l'année d'après. Donc j'étais au magasin, Decathlon, elle m'envoie une photo. Elle me poste ça comme ça, un beau chemisier avec un petit nœud, classe, avec un petit diamant sur le côté et tout, enfin, très féminin, tout ce qu'il y a de plus féminin. Elle me dit, je veux ça pour mon anniversaire. Ok, je vais non, juste non en fait. Écoute, on va discuter ensemble. Elle a quel âge là ? Elle a 21 ans. Ok, d'accord. Okay. On va discuter ensemble. Donc tu es homosexuel, tu peux t'habiller avec des choses très près du corps, il n'y a pas de souci, mais tu ne peux pas, tu n'es pas une fille. Il y avait encore ce blocage dans ma tête. Et arrivé à la maison, j'ai pleuré en fait. Parce qu'elle était dans le canapé, elle ne me parlait pas. Et comme je suis très fusionnelle avec ma fille, de ne pas me parler, ça m'avait vraiment fait mal. Et de là, je suis allée sur la terrasse et j'ai bu. Ouais, j'avoue, j'ai bu. J'ai bu un peu. Et j'ai fait, il faut que tu arrêtes. Et elle me dit, non, je suis une fille, je veux faire ma transition, mes opérations. Alors là, ça a été la cata.
En tant que parent, ouais, parce que je n'avais pas cette connaissance. Et la connaissance le manque de connaissance fait peur, en fait. Voilà. T'as été surprise, en fait. Ouais, j'ai pas compris, en fait. J'étais perdue. Et je me suis dit, surtout, je me suis mis la faute sur moi en tant que parent. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as pas su l'éduquer? Tu lui as pas apporté ce qu'il fallait, en fait. Et en fait, tout ça, je me suis mise sur moi en me disant, mais t'es nulle. Qu'est-ce que t'as fait, quoi? Alors que non. Ça n'a rien à voir. Et justement, quand elle a commencé à commencer ses démarches pour sa transition, est-ce que tu l'as accompagnée ou pas à ce moment-là? Alors, il y a un soir, on s'est fâchés à table. Je dis, bon, maintenant, il faut t'arrêter tes conneries. J'ai été cash parce que j'ai un peu été éduquée à l'ancienne, puis je suis assez cash dans mes paroles. Il faut que t'arrêtes tes conneries, en fait. T'es pas une fille. Et là, elle a explosé. Mais vraiment explosé. Et je ne l'ai jamais vue souffrir à ce degré-là. Et là, j'ai fait, là, tu l'as plantée. Tu l'as plantée. Elle est partie dans sa chambre. Elle n'a pas mangé. Je suis allée la chercher. On a pleuré ensemble. On a expliqué ensemble. Elle m'a dit, maman, c'est pour ça que je ne te parle pas, parce que tu souffres, en fait, de ça. Et je lui dis, mais maintenant, on va marcher ensemble. Et c'est de là qu'on a commencé à marcher ensemble. Donc, son premier rendez-vous chez sa psychiatre à Annemasse, elle l'a fait toute seule, parce que je travaillais à ce moment-là. Et ensuite, on a commencé ensemble. Et je suis allée sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom d'une personne comme non, c'est Liana. préférable que non. Non? Ah, d'accord. Ok. Une personne qui faisait sa transition du début jusqu'à la fin. Une super nana. Et là, j'ai compris. C'est là que j'ai compris. J'ai fait, écoute, c'est quoi? On va marcher ensemble. Et tous ces rendez-vous, en fait, jusqu'à maintenant, dès que je peux, je suis tout le temps avec elle, en fait. La plupart du temps, je suis avec elle. Et je l'ai vraiment suivie dans sa transition. Je l'ai même poussée à aller s'acheter des fringues en magasin. Je lui ai offert un soin de maquillage chez Nocibé pour qu'elle puisse se voir telle qu'elle était depuis toujours. Et de là, elle a commencé à s'ouvrir, en fait. Elle a dit, merci maman, enfin, je me reconnais telle que j'aurais dû être depuis toujours. Voilà. Mais il y a tout un parcours, évidemment. Ça se fait pas. C'est ça se fait pas du jour au lendemain. L'acceptation peut mettre du temps. C'est ça. Mais moi, maintenant, c'est bon. Je sais que c'est une fille, je sais que c'est ma fille. Mais au début, je peux comprendre certains parents. Alors, on met la faute sur les parents. Je comprends pas qu'ils comprennent pas. Bon, ils ont le droit de ne pas comprendre. Ils ont le droit de ne pas accepter. Mais ils n'ont pas le droit de faire souffrir. Parce que c'est pas parce que c'est vos enfants, que c'est votre sang, que vous avez le droit de dire, de dire, tiens, tu fais comme ça et comme ça. Non. Si je veux pas être avocat, je serai pas avocat. Je serai un cuisinier ou une cuisinière. Je fais ce que je veux de ma vie. Mais par contre, tu resteras toujours ma mère ou mon père. Voilà. Est-ce que, tu peux également répondre Chélia, j'ai une question pour toutes les deux. Est-ce que vous trouvez que les parents, quand ils ont un enfant, ils idéalisent trop la vie de leur enfant? Ouais. Non. Moi, oui. Bon, mettez-vous d'accord. Super, moi, oui. Je pense que ça dépend du point de vue. J'étais un peu comme ça. Ouais. Alors, moi, je pense que ça dépend vraiment du point de vue. Toi, tu as un point de vue d'une maman. Moi, pour le coup, j'ai le point de vue d'une fille. Pour le coup, moi, mes parents, ils n'ont jamais réellement essayé d'idéaliser ma vie. Déjà parce que j'ai une histoire de famille, on va dire, catastrophique. Mes frères et sœurs, on va dire, c'est pas ça du tout. Mais n'empêche que du coup, en fait, tout de suite, mes parents, ils ont, on va dire, tout de suite, ils ont voulu juste que je fasse ma vie telle que j'en ai envie. Après, je vais pas mentir, bien sûr, ça a été très compliqué, surtout avec mon père, pour ma part. Il a fallu énormément de temps. Encore aujourd'hui, des fois, c'est compliqué. Mais je pense que ça dépend vraiment de chacun. Après, pareil, transidentité, comme pareil de situation professionnelle ou situation amoureuse même, je pense que c'est énormément de choses différentes. Et je pense que ça dépend vraiment de quelle éducation on a eu déjà à la base et comment on évolue par la suite. Voilà. Non, c'est vrai ce qu'elle dit. Oui, puis il n'y a pas deux parcours identiques. Ah non, c'est ça. De toute façon, il y a autant de transitions qu'il y a de femmes transgenres. Il y a autant d'histoires familiaux. Enfin, voilà, quoi. Concrètement, on ne peut pas dire l'histoire d'Emma... C'est pas possible de dire... En fait, pour répondre à ta question, c'est pas possible de dire une règle. Chaque histoire est unique. C'est ça. Mon histoire, l'histoire d'Emma, même l'histoire d'Elena, même la tienne. Je pense que vraiment, on a tous toutes des histoires différentes. Et certains parents idéalisent trop, d'autres pas assez, d'autres ont encore autre chose. Je suis complètement d'accord. Donc ça dépend.
Mais oui, effectivement, les parents veulent souvent, idéalisent leur enfant à leur image. Enfin, pas forcément à leur image, mais comme moi, j'ai pas pu faire d'études parce que j'étais super nulle, je fuguais d'ailleurs, hein, entre guillemets. J'étais un peu un garçon manqué, donc je faisais que des bêtises. Et le jour où j'ai eu mon enfant, je dis, j'ai une vie entre les mains, le plus beau cadeau de ma vie. Je voudrais qu'il fasse ça. Je voudrais qu'il soit comme ça. Pour ne pas se tromper, pour avoir un beau métier, pour avoir de l'argent, avoir un beau métier. Mais c'est pas à nous de décider. C'est leur vie à eux. Voilà. C'est pas à nous de décider. Ça me rappelle un peu comme mes parents. Mais ouais. Oui, il y a une forme d'idéalisation. C'est ça. Donc, tu vas faire un bac plus 5 et tu vas être ingénieur. Ouais, c'est ça, on veut qu'ils fassent des études. Mais non. Et du coup, comment s'est construite votre relation mère-fille au fur et à mesure, avec le temps? Eh bien, ça a commencé au moment où elle a vu sa psychiatre. Qui, de là, ça a été direct. Hein, elle lui a dit, mais évidemment que c'est une fille. Mais moi, je ne voyais pas ça comme ça. Et la deuxième fois quand j'y suis allée, en fait, elle m'a beaucoup expliqué par rapport à ma fille. Et c'est là, avec les vidéos, donc les personnes qui expliquaient leur transition, qui étaient beaucoup plus masculines que ma fille, d'ailleurs. Je me suis dit, mais en fait, j'ai compris, finalement. Si cette personne, c'est pas un choix, parce que si cette personne est masculine et que du jour au lendemain, elle devient une fille, ce n'est pas un choix. C'est juste c'est la personne qu'elle était au fond d'elle depuis toujours. Hein. Et après, c'est avec le temps, en voyant l'endocrinologue, la psychiatre, à force de discuter, parce que je me suis beaucoup intéressée, donc je suis très concernée, en fait. Et de là, en fait, ça s'est fait naturellement, finalement. Parce que je l'ai vue évoluer. Et en la voyant évoluer, dans sa façon d'être, son côté féminin, elle avançait très vite, en fait. Ça fait comme Elena, tout à l'heure, quand elle a dit qu'avant, j'avais un regard vide. Et le jour où j'ai commencé à comprendre qui j'étais et que je me suis ouverte, là, j'ai commencé à avoir un grand sourire. Je me suis sentie enfin moi. Donc, l'œuf s'est ouvert. Et enfin, la transition a commencé et c'est là qu'en fait, tout a commencé. Et moi, c'est venu naturellement, en fait, après. Je n'ai pas cherché à comprendre. Et c'est mon enfant, à la base. Je l'aime. Je veux son bonheur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des enfants jeunes en transition qui ne sont pas suivis, qui sont agressés, qui sont... Et ces enfants, malheureusement, ils ôtent leur vie parce qu'ils ne supportent pas tout ce poids qui est très lourd, parce que c'est très lourd une transition. Le regard de la société, qui n'est pas ouverte d'ailleurs, je trouve. Vous allez dans d'autres pays, on ne regarde personne, hein. C'est naturel, hein. C'est normal. Hein. Voilà. On va au Portugal par exemple. Thaïlande, vous allez... Il n'y a qu'ici qu'on regarde, qu'on pointe les gens. Mais pourquoi on veut nous mettre dans des cases? Des cases de quoi? Même moi, je ne suis pas dans une case, parce que même moi, je ne suis pas... J'ai un esprit tellement ouvert qu'en fait, je n'ai pas envie de rentrer dans les cases de tout le monde, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Il faut le bien-être. Tout à fait. Je pense que l'amour de son enfant est son c'est ça. Important. Si ma fille va bien, je vais bien. Si elle ne va pas bien, je ne vais pas bien. C'est simple, c'est aussi simple que ça, en fait. Et du coup, j'imagine que depuis, il y a des moments de partage, de tendresse. Tu me disais en préparation d'émission que tu l'avais emmené chez Sephora. Oui, alors on avait commencé... une grande marque. Oh mince, j'aurais peut-être pas dû... Non, c'est moi. Alors, c'est pas Sephora. C'est une autre boutique, c'est pas Sephora. Ok. Mais bon. C'est pas grave. Donc en fait, on avait commencé des essayages déjà avant son anniversaire chez moi avec des fringues qu'elle avait achetées déjà. J'avais des petites vestes en cuir aussi, donc elle a essayé. Enfin, on a fait pas mal d'essayages. J'avais commencé à acheter un petit peu sur Internet. Je voyais à peu près la morphologie de son corps. Elle avait pris de la poitrine parce qu'elle avait commencé ses hormones. Donc elle a commencé à prendre. Je dis tiens, ça lui irait bien. Et donc après, de là, j'ai dit je vais lui faire un super cadeau. Donc pour son anniversaire, je vais prendre un forfait, donc à la boutique esthétique, pour un soin du visage, le jour, donc le mercredi. Et le jeudi, c'était le make-up. Apprendre à se maquiller et se voir autrement. Donc au début, j'étais un peu réticente parce que je me suis dit, voilà. Les esthéticiennes, je ne sais pas si elles ont l'habitude de maquiller d'autres personnes que des jeunes filles qui font leur transition. Alors là, elles en avaient totalement rien à faire, totalement ouvertes d'esprit. Elles m'ont dit, il n'y a aucun problème.
ça sera avec plaisir. D'ailleurs, quand elle y va, à chaque fois, c'est la reine. Hein. C'est la reine. Elle est très aimée à son travail aussi, d'ailleurs. Très, très aimée, ouais. Et parce qu'elle est très discrète, elle est très... Elle fait quoi comme travail? Elle est dans un pub-restaurant, un pub-discothèque, enfin plutôt pub-restaurant, pas discothèque. Et, d'accord. Les gens sont très bien là-bas, ils sont très gentils. Même son patron, il a totalement accepté sa transition. Parce d'accord, qu'en elle a fait son coming out. Elle a commencé en fait là-bas. À son travail. Tout à fait. D'accord. Donc voilà, et du coup, le jour où elle a commencé à se maquiller, j'étais avec elle, je la regardais. Et elle se regarde dans le miroir. Et enfin, d'ailleurs, j'avais pris les photos. Elle me dit oh, « Merci maman. En fait, je me vois telle que j'aurais dû être depuis toujours. » Enfin, femme. Et là, elle a commencé à s'ouvrir, elle a commencé à s'habiller. Maintenant, j'ai plus besoin de lui acheter des fringues. Hein. Elle s'habille toute seule. Hein. Elle achète des chaussures, les sacs à main. Elle a quel âge maintenant? Ouais, mais c'est mon bébé. Donc moi, je lui offre encore des fringues. Elle a quel âge maintenant? Elle a 21 ans. Ah bon, mais déjà tout à l'heure, elle avait 21 ans. Non, c'est... Alors, 20 ans l'année dernière, et là, elle a eu 21 ans cette année. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Okay. Donc, mais je ne cesserai de la gâter. Et comment voilà, ça va se passer quand... Je suis un peu provocatrice. Hein. Elle a une copine. Quand elle va avoir une copine, un copain. Mais c'est parfait, je l'ai invitée à la maison, on a mangé ensemble, j'aurais fait des petits cadeaux. Okay. Elle est magnifique, sa copine en plus, elle est très jolie. Ouais. Okay. Elle est très gentille, très intelligente. Mais tu ne participes pas à toutes les non, étapes. Non. Mais de toute façon, c'est simple, elle a pris son indépendance en mai 2023 et j'ai fait une dépression d'ailleurs. Parce que je me suis retrouvée toute seule. Ouais. Donc, on sent qu'il y a un lien. Ah oui, non, mais ma fille, c'est mon sang. C'est mon enfant, c'est ma chair. Entre vous, quoi. On n'y touche pas. Il n'y a pas de mauvais regard. On ne parle pas d'elle en mal. Parce que je sors, je deviens. Elle est très violente. Vraiment. Bon, si vous saviez. Je continue dans voilà. mes petites piques provocatrices. Non, c'est bien. Il va falloir qu'elle coupe d'ailleurs, le cordon. Et c'est ce qu'elle fait. C'est pas qu'elle m'éloigne, mais elle m'appelle jamais, en fait. Okay. Ou alors elle passe de temps en temps. C'est bon signe, ça. Ouais, ça fait pas plaisir. Je suis dans la même situation, mais c'est bon signe. D'accord, ok. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, elle veut son indépendance. Elle l'a voulu, elle l'a, il n'y a aucun problème. Mais moi, bon, je la laisse tranquille parce que je sais que je suis très protectrice et trop même. Et justement, je la laisse tranquille. Donc, je m'ennuie, évidemment. Je me trouve une occupation. C'est dur de lâcher son bébé. C'est ça. Mais souvent... Qui sort du nid et dit, oh là, et le nid est trop haut. Et je suis maligne. Pour savoir si elle va bien, j'envoie des petits messages. Au fait, t'as pensé à ça? T'as pensé à... Ça va? Il y a des stratégies. Oui, ça va, maman, ça va. Voilà. C'est rigolo. J'en ai qu'une, hein. J'en profite. On n'a qu'une vie, comme disait Elena tout à l'heure. On n'a qu'une vie. Voilà, c'est tout. Les propos, les regards des gens, on s'en fout, en fait. Parce que c'est pas leur vie, en fait, tout simplement. Chacun fait ce qu'il veut. Tant que la personne, c'est une belle âme, tant qu'elle n'a pas fait du mal à qui que ce soit, il est où le problème? Voilà. En fait, moi, j'ai toujours pensé comme ça. Tu peux être n'importe qui sur cette planète. À la base, déjà, pour moi, t'es une âme. T'es une âme dans un corps. Et si tu n'es pas bien dans ce corps, pourquoi continuer alors? C'est horrible de souffrir toute une vie. C'est comme si tu étais enfermé dans une cage. C'est la même chose, en fait. Exactement. Voilà. Tout simplement. Mais... ça me parle un petit peu. Oui, je me doute. Certainement. Pour beaucoup de personnes, d'ailleurs. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Anne, je propose KSHMR Bazar.
Je serai après. Ah là là. Et nous sommes de retour. Yo. De retour en live, toujours sur Inclusive Radio. J'espère que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter et à nous suivre sur la chaîne. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Likez, commentez, partagez, tout ce que vous voulez. C'est ça, partagez surtout, ouais, c'est très important. C'est très très important. Toujours avec Virginie. Et aller chercher les parents aussi. Toujours là. Toujours présente. Mais plus que jamais. Toujours avec Céline et puis Chélia. Yo. Ça va, vous passez un super moment. C'est toujours assez parfait. Quel conseil donneriez-vous aux parents qui nous écoutent? Alors déjà, quel conseil? Cherchez à comprendre. Pourquoi votre enfant dit ça? Pourquoi il en arrive là? Déjà, parce que des fois, on va dire oui, mais il y a des personnes transgenres qui ont fait le retour en arrière. Il y en a très peu. En général, ils ne se plantent pas. Quand un enfant te sort ça, c'est qu'il y a une raison. Oui. Tu sors pas ça comme ça. Bien sûr, on va vous dire oui, mais vous êtes des parents. On m'a reproché de suivre ma fille, de la pousser dans... Je fais, mais si je suis pas ma fille, elle fait quoi? Elle va peut-être se suicider un jour. Et j'ai pas envie de perdre mon enfant. Puisqu'elle me dit ça, on va aller chercher, on va aller voir des professionnels, on va aller voir autour de nous. Des psychiatres, des personnes qui font la même chose, qui font la transition. Pourquoi vous faites cette transition? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez. Déjà écoutez dans un premier temps. Vous êtes rentré dans un réseau d'accompagnement de la transidentité Oui, je suis allée voir des personnes, justement... Vous êtes basé où? Comment? Vous êtes basé sur quelle ville? Moi, je suis de Bourg-en-Bresse, dans le 01. D'accord. Voilà. Et quand j'ai appris la transition de ma fille, je me suis dit, mais il faut que je rencontre des personnes pour que je puisse comprendre. Parce que je suis seule face à tout ça et face à cette histoire et je ne comprends pas. Il faut que je comprenne. Donc, de là, j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout. Et c'est là que j'ai rencontré des personnes. Et sur TikTok aussi. J'avais pas TikTok, tout ça avant. J'avais pas avant. Hein. C'est après que j'ai commencé à... Et de là, j'ai commencé donc à me renseigner et à comprendre. Et du coup, vous avez dû chercher un psy, un endocrinologue, c'est même moi qui... J'ai même trouvé avec elle le dermatologue, j'ai trouvé l'orthophoniste. À Bourg-en-Bresse, il n'y a pas de cellule la plus proche, c'est à Lyon. Hein. Voilà, le plus proche, ça va être Lyon. Mais ma fille a trouvé plutôt une psychiatre et un endocrinologue à Annemasse. Pourquoi? Parce que nous, on cherchait des personnes humaines, des personnes qui écoutent avant tout, pas que des gens qui prennent un billet et basta, c'est fait. Non. Nous, on veut des gens qui écoutent, des gens qui sont concernés par leurs patients, par la souffrance de leurs patients. Voilà. Et cette personne donc, qui était à Annemasse, ces deux personnes sont vraiment magnifiques. Je les ai rencontrées, on a discuté ensemble et j'ai appris des choses, en fait, grâce à ces personnes. Et puis sur Bourg, c'est très fermé. Hein. Ouais, c'est très fermé. D'accord. Parce que l'intérêt d'un... moi, je suis pro-réseau, moi. Ouais. L'intérêt d'être accompagné dans un réseau, c'est aussi de déclencher l'ALD, la prise en charge. Exactement. Ouais. C'est ça. Donc, l'ALD, de toute façon, on ne peut pas l'avoir tant qu'on ne va pas voir une psychiatre. Alors, il y a des personnes qui font leur transition. Alors, ça dépend. Désolé. Mal informé. Pas de souci, c'est qu'en fait... je sais que tu peux la demander à ton médecin traitant. Voilà, d'accord, je ne savais pas. D'accord. Oui, mais l'ALD pour l'accompagnement de la transition, il faut un triple avis. Il y a un avis triptyque qui est donné. Psy, endocrino et chirurgien. Plus maintenant. Après, tout dépend ce qu'on veut faire. Pour ma part, pour mon ALD, pour ma prise en charge, donc j'ai 100% de prise en charge. Et moi, je suis juste allée voir mon médecin traitant. Ton généraliste. Et voilà, mon généraliste. Et en fait, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, elle m'a demandé, est-ce que je commençais déjà à avoir des endocrinologues? Je fais, pour le moment, non, mais je vais le faire. Elle m'a dit, dans ce cas, je te lance ça tout de suite, comme ça, même pour les rendez-vous psy ou autre, tu n'auras rien à... Et ça a déclenché la LD automatiquement. Franchement... information bonne à savoir. Moi, je me suis dit, pour ma part, je me suis dit, ça allait prendre extrêmement longtemps et tout ça et tout. 2 semaines après, je l'ai reçu, je n'ai pas compris tellement c'était allé vite. Vraiment, après, j'ai de la chance, c'est que j'ai un généraliste en or. Oui, tu as sûrement un bon généraliste, parce que à l'inverse, très probablement, j'espère que je ne vais pas me mettre à dos des généralistes, mais il y en a un paquet
beaucoup qui vont dire bon, je prends avis d'un psy, d'un endocrino, avant de pouvoir émettre, parce que tous les généralistes ne sont pas spécialistes de la transition, hein, et ça c'est logique. Non, quoi, mais tu vois, mais par contre, il y en a qui apprennent typiquement. Quand je vois mon médecin généraliste, quand j'ai commencé ma transition en 2014, 2015, quand je fais mes démarches, c'était le médecin de famille. Oui, c'est ça. Depuis D'accord. Et du coup, pour ma part, c'est ça, c'est un médecin de famille, il s'occupe de ma sœur, de ma mère. Là aussi, autant de transitions que de parcours. C'est là qu'elle m'a dit je me disais qu'il y avait un truc qui n'allait pas chez toi. Merci Elisabeth. Après, l'idée du psychiatre, c'est un peu de moi parce que c'était beaucoup pour me rassurer au départ. Mais il y a beaucoup de personnes qui font leur transition et qui ne veulent pas aller voir des psychiatres parce qu'ils ne veulent pas que ce soit considéré comme une... Parce que les gens ont dit souvent c'est une maladie psychiatrique. Non, c'est pas psychiatrique. C'est inné, c'est depuis la naissance, c'est comme ça. Donc ils ne veulent pas ce rapprochement en fait. L'avis d'un psychiatre, il n'est pas pour psychiatriser la situation transidentitaire. Il est pour lever le doute sur est-ce qu'éventuellement il n'y a pas un autre problème qui se surajouterait. Exactement. En particulier tout un ensemble de maladies psychiatriques parce que ça compliquerait la chose et il ne faut pas le rater. Si on le rate, s'il y a une maladie psychiatrique par ailleurs et qu'on la rate, la transition, on n'arrivera pas au résultat escompté. Donc Mais c'est exactement dans ce sens-là. Voilà. Il y a beaucoup de personnes transphobes qui utilisent justement ça en tant que, entre guillemets, insulte en disant tu vas voir un psychiatre, ça veut dire que t'es une folle ou une bêtise pareille. Alors qu'au final... N'en parlons même pas. Non, mais voilà, alors qu'au final, nous, on leur dit, non, en fait, c'est justement pour nous rassurer, pour dire que oui, on est bien des femmes. Il n'y a pas de honte à aller voir un psychiatre. C'est un médecin. Aujourd'hui, maintenant, tout ce qui est psychiatrie et psychologie, c'est tellement démocratisé. Maintenant, dès qu'on va pas bien, on peut enfin parler des choses. Évidemment. Donc, c'est vraiment, maintenant, c'est devenu un argument, mais tellement mis à l'eau, parce qu'ils sont... Ne discutons même pas des... C'est ça. Maintenant, des gens qui donnent des mauvais arguments, on s'en fout. Exactement. même si, entre guillemets, ils donnaient de potentiels bons arguments, ce qui ne sera jamais le cas, dans tous les cas, c'est pas votre vie, c'est notre vie. Si on a envie d'être heureuse, si on a envie d'être nous-mêmes, c'est nous, point barre. Mais il y a beaucoup de jalousie par rapport à ça, justement. C'est pour ça. Beaucoup de jalousie. Tu parlais justement de la jalousie des femmes cisgenres. Oui, totalement. Oui, il y en a beaucoup. Alors moi, je suis une femme cisgenre, évidemment, parce que j'ai eu ma fille. Et j'avais une connaissance cisgenre. Petit souvenir. Et donc, je connaissais Chélia à ce moment-là. Donc, Chélia avait besoin d'un peu d'aide. Donc, je l'ai aidée. Tout ça, pas de souci. Normal, pour l'emmener à Lyon, machin, parce qu'elle n'a pas de voiture, elle n'a pas le permis. Et cette femme cisgenre, en fait... s'est pris de jalousie pour Chélia en disant mais qu'est-ce que tu vas l'aider, elle va se faire une poitrine, tu verras, elle va se faire une poitrine à la bimbo, c'est juste pour profiter des hommes. En fait, la jalousie de ces femmes-là, c'est qu'elles ont peur de ne pas assumer face à la femme transgenre. Parce qu'en fait, la femme cisgenre, depuis qu'elle est née, entre guillemets, on va pas se mentir, elle se laisse un petit peu aller de temps en temps parce qu'elle a tellement l'habitude d'être une femme, elle a connu le moment des règles, elle a connu le moment de plein de choses, donc elle va moins s'entretenir, pas pour tout, attention, hein, je généralise pas, mais elle va un peu plus se laisser aller. Puis à un moment, elle va voir une femme super bien foutue dans la rue, un top, et elle va dire mais c'était un... et là, il y a ce côté jalousie, pourquoi elle a le droit et pas moi? Mais elle a mis des années avant de pouvoir obtenir le corps qu'elle a aujourd'hui, et combien d'années de souffrance et de jugement par rapport à la société. Voilà. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. C'est ça qui me saoule. Et il y a énormément de femmes cisgenres et beaucoup d'hommes hétéros qui adorent les femmes transgenres. Qui se cachent derrière les réseaux sociaux. Énormément. Eh ouais. Les brouteurs. Ouais, mais ils sont là pour critiquer, mais par contre, ils vont en MP sur les MP des jeunes femmes. Et... là-dessus, je peux en parler. Mais grave, mais ouais. Alors pour ma part, moi, vu comme je me suis pas mal lancée sur les réseaux, j'ai énormément de personnes qui viennent m'envoyer des messages et c'est vachement glauque. Franchement, j'ai mis en story il y a pas si longtemps que ça deux trois images que j'avais, deux trois photos que j'avais reçues et même des messages. Par exemple, il y a pas si longtemps que ça, il y a un mec qui m'a... Au début, il commençait gentiment. Alors faut savoir, moi, je regarde beaucoup mes demandes, mais je ne réponds pas. Et en fait, j'ai regardé une de ces demandes. Et en fait, c'était des messages gentils au début. Salut, ça va, tu es très belle et tout ça et tout. Bien sûr, je n'ai pas répondu. Et c'est là où vraiment ça m'a interloqué. C'est quand j'ai vu un message où vraiment, c'est là où je me dis c'est un fétichisme, mais vachement glauque. Parce que vraiment, cette personne, elle m'a dit je suis prête à mettre un string pour toi.
Alors vraiment, sur ses photos de profil et autres, c'est un homme cisgenre, ça avait l'air d'être un homme très masculin ou autre. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai screené, j'ai mis en story, quoi. Et du coup, ça me permet de, moi, lui montrer que non, tu peux pas dire ce genre de choses. Tu ne connais pas la personne en face, tu ne sais pas par quoi elle peut être trigger, donc tu peux pas te permettre de lui envoyer des messages. Quel intérêt de mettre un string? Après, il a le droit, c'est personnel, quoi. Moi, pour ma part, les hommes avec des strings, ça ne m'intéresse pas. On s'en fout. Voilà. Et puis, c'est tellement facile derrière un écran de parler. Non, puis c'est vulgaire. C'est pas un approchement face à une personne. C'est pas comme ça que tu abordes quelqu'un, en fait. En même temps, déjà, aborder quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément l'idée de génie. Là, c'est du rentre-dedans, quoi. Moi, j'envoie bouler direct. Hein. Bon, on s'écarte du sujet, là. Ouais, on s'est un petit peu égaré. Hein. Ouais, c'est pas grave, ça fait du bien. Un peu de haine sur les hommes de temps en temps. Alors, remets-nous dans le droit. Reprenons le fil. Reprenons le fil. Et aujourd'hui, tu aides du coup Chélia pour ses démarches. Ouais, surtout parce que je l'adore. Je sais pas pourquoi, j'adore cette fille, elle est superbe. Et justement, quel projet est-ce que tu as dans l'idée de monter une sorte d'association, un collectif, alors justement, ou un espace d'entraide? J'y ai pensé il y a quelques mois, mais je me suis dit, je suis toute seule. Oui, effectivement, j'aurais aimé, dans mes pensées, monter une association pour les personnes transgenres, jeunes transgenres et pour les parents aussi. Mais je me suis dit, en fait, est-ce que je suis assez forte? Parce qu'il va falloir du monde autour de moi. Il va me falloir des médecins, il va me falloir des gens pour l'administratif. Bien sûr. Bien sûr, je serai entourée de beaucoup de personnes, c'est logique, mais qui font leur transition. Mais il va me falloir du monde autour de moi. Est-ce que j'aurai la force de faire tout ça? Et comment je peux faire? Il faut que je me renseigne. Beaucoup de choses. Et puis surtout, et pourquoi pas intégrer une association existante? Aussi, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça. T'as bien fait de venir. C'est pour ça que le fait d'être venu justement ici, c'est justement ce qui fait que mon témoignage me fait super plaisir parce que j'espère pouvoir aider des parents. Même si je sais qu'il va y avoir des jugements, j'en sais très bien, hein, je vais avoir des jugements, mais je m'en fous en fait, royalement. Mais en même temps, dans ces jugements, peut-être que je vais aider d'autres personnes qui se cachent derrière les réseaux parce qu'ils n'osent pas se mettre en avant. Voilà. Ouais, je comprends. Tout simplement. Je pense que vraiment pour toi d'intégrer une association dans laquelle tu vas pouvoir commencer à ton rythme. C'est ça, mais il faut que je sois épaulée quand même. Une activité militante parce que c'est astreignant. Hein, ça veut dire aller à des réunions, rencontrer des gens. C'est pas forcément des horaires de bureau. Hein, donc il faut que je m'organise bien dans ma vie. Voilà. Surtout que là, je suis un petit peu perdue parce que là, je suis entre guillemets en reconversion professionnelle. C'est peut-être le moment d'en profiter justement. Ça peut être aussi source d'opportunités. C'est peut-être le destin qui te... Oui, mais tout à fait. Mais moi, je crois énormément à ça. De toute façon, dans la vie, il n'y a pas de hasard pour moi. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que... Voilà. Et toi, Chélia, tu as eu l'occasion d'en fréquenter des milieux associatifs Alors, pour ma part, j'avais commencé par le milieu à la base, le Crétis. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Après, moi, mon problème que j'ai eu, c'était surtout que... en fait, j'avais déjà eu une puberté vachement avancée. Parce que dès que je suis arrivée au collège, dès que je suis arrivée en 4e, pour être plus précis, j'ai eu ma puberté qui est arrivée d'un coup dans ma tronche. Ça fait que du coup, j'ai été vachement avancée niveau puberté, du coup, je ne pouvais plus attendre. Vraiment, c'était... dès que j'ai compris qu'il fallait que je le fasse, ça a été très compliqué. Donc, en fait, j'ai commencé par d'abord... le Crétis, parce que j'ai un ami à moi qui est un homme trans, qui lui avait été passé par le Crétis et lui ça l'avait aidé. Et en fait par la suite quand j'ai vu que ça n'avançait pas, parce que pour vous expliquer, j'ai commencé les hormones le jour où le Crétis m'a enfin répondu. Donc ça a été très compliqué pour moi. Je me suis dit en fait vous êtes vachement en retard quoi. Moi entre temps j'ai vu des endocrinologues, j'ai vu des psychologues. Ça faisait déjà 6 mois que j'étais en relation avec ma psychologue. Voilà. Et puis il faut savoir sur Bourg-en-Bresse, du coup la ville où on est, c'est tellement fermé à ce niveau-là que moi personnellement j'étais allée à la maison des ados
Et en fait, du coup, je leur ai fait parler de ma situation haute. Tout de suite, ils ont dit, ah, mais s'il faut, on peut vous envoyer vers des médecins, des psychologues. Et moi, je me suis dit, mais c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Et c'est là, ils ont dit, comme ça, au moins, ils peuvent vous aider à aller mieux, vous sentir plus garçon. Et c'est là où je me suis dit, ah non, en fait, non, c'est pas du tout ça. Ils n'ont pas du tout compris le principe. Et c'est pour ça que, non. Et donc, à part ça, niveau association, je n'ai pas... En fait, j'ai tout fait toute seule. Pour être honnête avec vous. C'est un peu pour ça aussi que je suis fière de ma transition, parce que j'ai 20 ans, et pourtant, j'ai quand même bien avancé dans ma transition, et toute seule, sans personne. C'est ça. C'est très, c'est une fierté justement de se débrouiller seul. Et du coup, le Grétis, ça n'a pas, fonctionné. Vu comme j'étais déjà sous hormones, moi j'ai dit au Grétis, en fait, moi j'ai déjà commencé, je suis déjà sous hormones. Mais après, si par exemple vous avez des choses pour peut-être accélérer les choses, moi ça me va. J'ai quand même essayé de leur laisser une chance. Et c'est là où en fait ils m'ont dit, en fait, vu comme vous êtes déjà dans un espèce d'organisme, nous on voit pas l'intérêt de vous aider, quoi. J'étais l'intérêt c'est m'aider à aller mieux et accélérer les choses. C'est quoi cet organisme alors dont vous évoquez ? Alors, moi personnellement... C'est pas discret, hein ? Alors, c'est pas... Non, il y a pas... En fait, il n'y a pas réellement de nom avec l'organisme, mais en fait, pour vous expliquer, en fait, j'ai tapé endocrinologue transgenre sur Internet, et c'est là où je suis tombée sur le docteur Clavier à Lyon. Et en fait, du coup, je suis allée la voir, et c'est elle qui m'a dit, en fait, nous, on est plusieurs à travailler ensemble. Donc, on est un espèce d'organisme. Il y a un réseau, d'accord. Voilà, un réseau où il y a une psychologue, un psychiatre, il y a du coup mes chirurgiens en haut, donc le docteur Terrier, le docteur Château et tout ça. Voilà. Et donc, malheureusement, c'est dans le privé. Donc, oui, on débourse de l'argent. Et oui, c'est important. Tout n'est pas remboursé, Tout n'est pas remboursé. Voilà. Mais je reviens sur l'ALD. Ton généraliste a déclenché l'ALD parce qu'il y avait un avis de ce réseau de côté. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vraiment, elle l'a déclenché bien avant ça. Ah, ok, d'accord. Voilà. Bon, oui, elle était géniale. Là, t'es tombé sur une perle. Docteur Yannis Rima, si vous passez par là, je vous avais parlé comme quoi... On peut lui faire sa pub. Sachez une chose, c'est que vous êtes l'un des meilleurs généralistes. Mais bref. Et en fait, du coup, elles m'ont tout un peu passé. Donc moi, pour le coup, j'ai vraiment rien fait dans l'ordre. C'est-à-dire que du coup, j'ai vu une endocrinologue. Elle m'a dit, en fait, moi, je peux pas vous donner les hormones comme ça. Parce que moi, je m'étais dit, je vais y aller, elle va me donner mes hormones. Et puis pas du tout. Elle m'a dit, il faut avoir quand même un suivi psychologique. Mais du coup, en fait, elle a choisi, en fait, c'est ça que j'aime bien chez le docteur Clavier, c'est qu'en fait, elle a choisi ses préférés dans la liste. Elle a dit, allez voir elle, lui. Et au final, je suis allée les voir et franchement, il y a eu un... T'es vraiment avec quelqu'un de très investi. Et, pour le coup, moi, j'ai de la chance, c'est que mon endocrinologue, après ma psychologue qui va bientôt me taper parce que ça fait très longtemps que je suis pas allée la voir. Mais sinon, hormis ça, ils ont tous été vachement investis dans les transitions. C'est ça que j'aime bien avec l'organisme dans lequel je suis. C'est qu'en fait, on n'est pas juste des patients. On n'est pas juste des personnes de lambda. Un truc tout bête, c'est qu'en fait, j'ai fait mon augmentation mammaire le 17 juillet dernier. Et en fait, je n'ai pas pu avoir mon rendez-vous post-opératoire pour la simple et bonne raison que j'ai eu, moi, des rendez-vous entre. Et en fait, du coup, elle m'a dit, le docteur Château m'a appelé, lui-même m'a appelé, sans rendez-vous ni rien, il m'a appelé, il m'a dit, du coup, moi, je vais vous faire comme ça, en visio. Et dès qu'on peut, moi, je vous colle un rendez-vous, ou même si vous devez passer entre deux clients, vous passez entre deux clients, et en fait, on regarde ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, pourquoi si ça. On n'est pas juste des patients. Pareil pour le docteur Terrier, qui est vachement à l'écoute, vachement gentil. En fait, tous les chirurgiens, médecins, psy ou autres que j'ai vus dans cet organisme-là, ils sont vachement à l'écoute, et on n'est pas juste des patients ou le patient suivant. On est des êtres humains, on est des personnes qui font partie de leur vie et qui font partie de leur univers. Voilà. Super. Moi, j'ai de la chance là-dessus. Merci pour tous ces détails ton témoignage qui, à mon avis, intéresseront plein d'auditeurs auditrices. Moi, j'ai juste un petit point à éclaircir, mais je ne sais pas si on a le temps. Si, on a le temps. Ouais, d'accord. Donc en fait, je voulais préciser quelque chose au niveau des remboursements, parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux sont très violents. Par contre, quand on marche dans la rue, il n'y a plus personne. Mais sur les réseaux sociaux, les gens sont très violents. Du genre, oui, je ne comprends pas pourquoi ces gens se font rembourser. Alors non, tout n'est pas remboursable. Déjà, pour la mammoplastie, je suis désolée, c'est pas remboursé à 100%. Moi, j'ai payé très cher. Et oui, une femme cisgenre qui a une grosse poitrine, qui veut se faire diminuer la poitrine, est remboursée, ou vice-versa, c'est remboursé à 100%. Donc, il faut arrêter avec ça. Ça, c'est de la jalousie pure et dure. Et en ce qui concerne aussi les soins, comme l'épilation, non, c'est pas remboursé à 100%. Ma fille paye
beaucoup de sa poche, justement. Elle a de la sécurité sociale, elle est 40 € sur 300 €, 360 € exactement. Donc, alors je tiens quand même à dire que la phrase qu'on entend le plus sur les réseaux sociaux... Ça dépend où c'est qu'on va. La phrase qu'on entend le plus sur les réseaux sociaux, c'est mes impôts qui payent ça. Non, donc faut arrêter déjà, avec ça. C'est une erreur parce que c'est pas les impôts, c'est les charges sociales. Non, mais oui. Déjà. Non, et puis même, au bout d'un moment, faut arrêter. On n'a pas tous la même transition, comme on a dit tout à l'heure. Il y en a, bien sûr, on va pas cracher sur la soupe. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Dans la soupe. J'aime pas la soupe. Il y a des femmes transgenres qui ont, eux, la chance d'être prises en charge à 100% pour tout. Il y en a, ils ont cette chance-là. Mais on n'est pas toutes pareilles. Moi, pour ma part, j'ai payé cher ma poitrine. Ouais. Ma vaginoplastie, heureusement pour moi, là, il y a une partie qui va être remboursée, mais pas tout. Pas tout, je tiens quand même à le signaler, pas tout. Et pareil pour tout ce qui est produits préopératoires, post-opératoires et autres. Il y a des choses qui sont prises en charge, bien sûr, mais pas tout. Et il y a des femmes, par exemple, je prends l'influenceuse Meryl B, que je suis sur les réseaux, qui m'a beaucoup, moi, personnellement, aidé pour ma transition, parce qu'on a été en contact et tout ça. Elle, par exemple, pour sa vaginoplastie, elle a dû tout payer de sa poche. Elle a fait à Paris sa vaginoplastie, et elle, par contre, vu comme elle n'arrivait pas à respecter le délai, voilà, elle l'a fait en avance. Donc, par contre, elle a tout payé de sa poche. Donc, ça lui a coûté très cher, sûrement. Mais il n'empêche que elle a tout payé de sa poche et on n'est pas tous pareils. Donc, voilà, faut arrêter avec ça. De dire nos sapos payent ça. Non. Et puis, c'est pas un choix, hein, faut pas y oublier. Et si c'est reconnu par la médecine, c'est qu'il y a une raison. Hein. Exactement. Surtout, c'est pas nous qui décidons ce que la Sécu rembourse ou pas. Exactement. La Sécurité sociale est un organisme de mutualisation de nombreux types de risques qui peuvent être assimilés plus ou moins ou pas du tout à des pathologies. Et ils ont des barèmes, ils décident que ça y rembourse, ça y rembourse pas. Ça, oui. Au regard d'études très sérieuses, au regard d'analyses de retours faits par les médecins, faits par des spécialistes, et qu'à un moment donné, s'ils décident de rembourser à une certaine hauteur des frais liés à une transition, c'est qu'il y a une raison. Exactement. Et c'est pas à nous de le justifier. C'est ça. Point barre. C'est très bien dit. Écoutez. Prenez note. Écoutez Inclusive Radio. Exactement. Écoutez, abonnez-vous. On le dit pas assez encore. Abonnez-vous à l'Instagram de Transculture. Voilà. Également. Et évidemment, on est super heureuse de pouvoir bénéficier d'un système de santé qui nous aide à faire nos transitions. Oui, c'est vrai. Et c'est dans un pays merveilleux. C'est vrai qu'on a la chance d'être quand même dans un pays où d'abord. Déjà, on peut faire notre transition. Avec un certain niveau de prise en charge. Certes, il ne faut pas être trop pressé. Si on est pressé, on paye un peu plus. C'est un peu comme souvent. Hein. Mais bon, on peut le faire. Quoi. Il y a des tas de pays où ce n'est pas possible. C'est pas possible. Où juste on est déjà, dans certains pays, on est illégaux. Voilà. Non, rien qu'être nous-mêmes, on risque la peine de mort dans certains pays. Donc, bien sûr qu'on a déjà de la chance. Atterrir là-dessus. On crache beaucoup sur la France. Bien sûr qu'il y a certains endroits où on est mieux. Mais il n'empêche que déjà, rien que pour ça, on doit remercier la France de nous aider quand même. Et que la transidentité existe depuis bien longtemps. Avant même que la France existe. Hein. Voilà. C'était pas déployé comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, les gens connaissent beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de... On va le redire, mais il y a un film qu'on allait voir l'autre jour lors du festival Écran Mixte. C'est Orlando, ma biographie politique, et c'est tiré du très célèbre roman de Virginia Woolf, et qui raconte sa transition dans les années 1800. Voilà. C'est pas une autre Woolf, ça? Non. Pas... Elle était pas mal celle-là. Sur Internet. Je fais le lien. Là, je suis. Hein. On t'applaudit. Et c'est une personne qui a fait sa transition au masculin, je crois. Non. Non, c'est pas celui-là. Trans également. La fois que c'est une femme trans. C'est pas la même chose. Non. Et qu'on conseille d'aller voir parce que ce film, il est très éducatif, on va dire. D'accord. Je trouve très fort surtout. Ouais, très beau. C'est ça. Très émotionnel, très puissant, très intense. À noter que sa sortie nationale sera au mois de juin. C'est bientôt. Mois de juin, d'accord. Mois de juin 2024. Allez, regardez.
Foncez. Et dans les salles obscures. Les gens, ils aiment ça en général. Bon. Je t'ai coupé. Oui, je t'en prie. Voilà, on se connaît bien depuis le plan. Et quels sont vos projets pour l'avenir? Moi, je suis ma fille. Jusqu'au bout. Je croyais que c'était intégrer une association et militer. Oui, non, mais ça ne change pas. Peut-être que ça viendra, certainement, mais je ne sais pas pour l'instant. Je ne peux rien dire. Oui, j'ai eu cette idée, mais moi, en ce qui me concerne, je suis ma fille jusqu'à tant que je serai de ce monde. Voilà, même après. C'est très beau. Ah non, mais moi, c'est ma vie pour ma fille. C'est mon sang, c'est ma vie pour elle. Voilà. Et toi, pour ma part, déjà terminer ma transition avant tout. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. J'ai envie de me lancer pas mal sur les réseaux pour également parler de la transidentité. En plus, j'ai de la chance, c'est que je peux essayer, moi, de parler de mon vécu. Surtout qu'il diffère quand même de pas mal d'autres femmes transgenres que j'ai vues sur les réseaux, donc je peux essayer d'adapter à ma façon. Après, j'avoue que, on va dire à côté, on va dire garder mon métier, puisque je travaille dans la coiffure, je suis une coiffeuse à la base. Okay. Et puis, on va dire en projet un peu plus fantasy, j'aimerais beaucoup me mettre à fond dans la danse, essayer de toucher un peu d'autres choses, par exemple toucher à tout ce qui est modèle photo, tout ce qui est défilé ou autre. J'aimerais beaucoup paraître dedans ou autre. J'ai pas mal de contacts. Je vais essayer. Du pole dance. Je fais de la pole dance également. Pourquoi pas me mettre à fond dedans. Enfin voilà. Il y a pas mal de petits projets. Et moi, idéalement, ce serait également, ça c'est un petit projet perso, quitter la France parce que mine de rien, je sens qu'il y a des choses qui m'attendent ailleurs. Et on peut avoir un petit peu plus d'infos là aussi. Par exemple, une charade aussi. Par exemple, alors, c'est pas vraiment des charades, mais c'est un peu des phrases qu'on m'a dites tout au long de ma vie. Je savais qu'il allait y avoir un truc. En fait, pour être entièrement honnête avec vous, je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend au Québec ou au Canada. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'attend là-bas. Et en fait, en rigolant, j'ai mis mon Tinder là-bas. Parce qu'en fait, on peut changer la localisation et autres de Tinder. Et du coup, je l'ai mis là-bas. Et du coup, j'ai matché avec un mec et tout s'est bien passé. Et en fait, donc malheureusement, on a dû arrêter de se parler parce que du coup, la distance faisait que c'était un peu, on va dire, douloureux. Mais une chose qui m'a dite, et c'est là où je me dis, oui, voilà, il m'a tout simplement dit, on se reverra, on sera ensemble, on se connaîtra, on apprendra à se connaître, on saura qui on sera. On ne sait pas si on sera ensemble, mais juste rien que savoir que oui, il y a des choses qui m'attendent là-bas. Même hormis lui, il m'a déjà présenté sa famille, il m'a déjà présenté ses amis. J'ai déjà passé des années. Ça y va là. Alors, après, on a parlé pendant quasiment 2 ans ensemble, au téléphone. On savait. Alors, il faut savoir, quand j'ai fait mon augmentation mammaire, donc c'était quelques mois avant qu'on arrête de se parler, lui et moi, une fois réveillé, la première chose que j'ai fait, c'est que j'étais au téléphone avec lui. Et après, Céline est arrivée par la suite. Donc, c'est que vraiment, il a été présent pour moi alors qu'il est à je sais pas combien de kilomètres. Et en fait, quand il m'a dit que lui, chez lui, une personne comme moi, c'était, en fait, pour lui, une femme trans, c'est une femme, point barre. Il n'y a pas de réponse. Au Québec, c'est très, très open. C'est exactement. Montréal. Et c'est pour ça, moi, je sais qu'il y a des choses qui m'attendent là-bas. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui m'attendent et que moi, je vais donner à fond pour être... très magnifique projet. Hein. Je trouve que justement, il faut en profiter. Je suis jeune. C'est ça. Et je vais bientôt terminer ma transition alors que j'ai que 20 ans. Et je trouve ça ouf d'avoir réussi à terminer aussitôt. Et je me dis, c'est le moment ou jamais de, après ça, pouvoir enfin vivre ma vie. Et c'est vraiment tout ce qu'on se souhaite. C'est une chance de pouvoir commencer jeune, effectivement. Ouais. C'est vrai. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Moi, Instagram, Facebook, TikTok. J'ai le droit de tout dire. Non. Ton pseudo. C'est Céline Farge, en fait. Okay. Voilà. C'est moi. J'ai pas de pseudo, en fait, c'est moi. Voilà. Naturellement, Céline Farge, quoi. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver sur TikTok et sur Insta. Sur Insta, c'est Chelia LGD, donc CHULIA LGD. Et sur TikTok, d'après mes souvenirs, c'est Chelia LG, donc CHULIA LG. Voilà, tout simplement. On a bientôt 20 000 abonnés. Waouh! Je tiens à souligner, si vous voulez vous abonner. C'est avec plaisir.
Merci beaucoup les filles d'être... de rien. Ouais, un immense merci à toutes les trois. Hein, voilà. Parce que vraiment, merci encore Elena. Avec plaisir. Merci à Elena, c'est vrai. N'hésitez pas à regarder, à nous contacter. Exactement. Voilà. Faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse également vous aider. Pas tout de suite, mais dès qu'on on est là pour ça. C'est super. Voilà. Et Virginie, mais quelle est la prochaine émission? Alors, j'allais te poser la même question. Notre petit programme, la prochaine émission, c'est mercredi prochain, 8 mai, l'émission Fast Track, qui, je le rappelle, est une émission musicale dans laquelle nous allons recevoir une artiste extraordinaire. Un artiste extraordinaire, je vais y arriver, qui s'appelle Noah Lee. Noah Lee est un chanteur qui... j'en dis pas plus parce que vraiment, venez écouter cette émission, regardez cette émission parce que c'est filmé. Noah Lee fera une prestation ici, live avec sa guitare, juste derrière toi. Et ça va être absolument génial. Voilà, le mercredi 8 mai à 19h30. Ouais. Voilà. Et de mon côté, je peux vous... Si on a encore le temps, rapidement, je lance un format court d'interview dont j'ai commencé à faire la promo sur l'Instagram de Transculture et sur mes réseaux sociaux, qui s'appelle c'est les Shortlines de Léa, et ça va être un format interview visio via un logiciel connu de visio pour mettre en valeur d'autres personnalités plurielles sur un format court de 25 minutes, dont d'ailleurs une actrice qui a participé au film qu'on a parlé tout à l'heure, de Orlando. Voilà. D'accord. Qui sort en juin. Exactement. Exactement. Et au fait, je chante aussi. Hein. Ah, mais on va tout savoir. Il y a des compétences insoupçonnées. Sauf que moi, je chante Edith Piaf. Je chante pas des chansons de la nouvelle génération. Hein. Désolée. Voilà. C'est jamais un jour. Cela dit, je crois que je suis un petit peu plus âgé que toi et non, je vais pas te chanter les choses de maintenant. Hein. Si, je peux, mais je suis plus attirée par les chansons à texte, les chansons d'autrefois. Voilà. Et tu as raison. Oui, j'aime beaucoup. Faut faire ce qu'on aime, tout simplement. Ça, on ne le répétera jamais assez et ça nous permet de terminer sur cette belle maxime. Merci Céline. De rien, avec plaisir. Merci encore Anne à la régie. Merci Anne. Elle se cache. On envoie le générique. Au revoir. C'est parti. Ciao, tout le monde.